Bonjour Michel. Pour les besoins de cette interview confession, vous avez choisi de ne pas apparaître à visage découvert. Vous avez demandé que votre voix soit elle aussi masquée. Et vous avez choisi de vous adresser à un média libre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, bonjour. En effet. Ce que je souhaite dire, c'est trop important pour que je puisse me permettre de le faire autrement que de manière anonyme. Les enjeux, les risques pour mes proches, pour moi-même, même pour vous, ça pourrait conduire à des actions répressives, donc je ne souhaite prendre aucun risque concernant ce que j'ai à révéler quant à mon travail. Donc, pour résumer rapidement ce qui nous a conduit à ce rendez-vous, vous nous avez contacté en fournissant une liste impressionnante de détails et en nous expliquant brièvement votre rôle au sein d'une cellule directement liée aux plus hautes instances de l'État français. Vous pourriez nous expliquer quel est votre rôle ? Oui, je suis d'abord militaire, mais je veux exercer mon droit d'expression malgré mon devoir de réserve en dénonçant ce que je sais, afin que les Français apprennent ce qui se passe au niveau de l'État. Je travaille depuis plusieurs années dans une cellule spéciale qui est dédiée à la collecte électronique de renseignements. Vous voulez dire la DGSE ou la DGSI ? Non, pas du tout. Il s'agit d'une cellule beaucoup plus discrète. Les informations que nous collectons sont directement transmises au sommet de l'État où ensuite elles sont traitées. Vous pouvez nous parler de votre métier un peu plus, votre rôle à vous ? Oui, je suis lié à une unité secrète de surveillance, en quelque sorte, on pourrait dire que je suis un hacker. Alors en français, on dirait un pirate informatique, mais c'est pas une très bonne expression, parce que le rôle d'un véritable hacker, c'est précisément de s'introduire partout, là où les accès sont limités, voire interdits. Donc vous piratez des banques de données, des sites informatiques, des entreprises ? Non, pas du tout. Non, je suis un hacker gouvernemental. Mon patron, c'est l'État. Et mon travail, c'est uniquement la récolte de renseignements, la surveillance. Mais alors votre travail est complètement légal, pourquoi vous insistez sur l'anonymat ? Alors, c'est-à-dire que mon travail est officiel en qualité de militaire, bien sûr, mais mes activités ne sont pas forcément très légales. C'est d'ailleurs ce qui m'a motivé pour vous contacter et pouvoir en parler. De quelle manière sont collectées ces informations ? Par tous les moyens possibles dont nous disposons. On va dire des écoutes téléphoniques, de la surveillance internet, des caméras discrètes, des filatures physiques, de la récupération auprès d'indics, tout ce qu'on peut avoir sous la main. Il y a quelques mois, par exemple, le grand public apprenait que la CIA et la NSA, après avoir mis la France entière sous écoute, nous avaient donné accès à la technologie dont ils disposaient. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que des personnes chez nous soient formées et prennent en main les outils qui nous étaient offerts. Par exemple, en théorie, pour mettre un téléphone sur écoute, la personne qui conduit l'enquête doit travailler dans le cadre d'une commission rogatoire, c'est-à-dire obtenir une autorisation d'un juge d'instruction, d'une autorité, et ça n'est accordé que sur les bases d'un dossier solide de présomption d'activité illicite ou dangereuse. De même qu'intercepter des emails, placer un tracker GPS, tout ça, ça doit être justifié. Tracker GPS, ça sert à quoi ? C'est une puce, une puce électronique, c'est minuscule, c'est une puce qui reçoit des données satellites GPS et GLONASS, qui sait à chaque instant où se situe la cible sur la surface de la planète. Il va retransmettre ces données via le réseau de téléphonie mobile vers la cellule Richelieu, donc à laquelle j'appartiens. Tous les smartphones en sont équipés, mais il existe aussi des petits appareils qui peuvent être placés n'importe où et qui ont exactement la même fonction. C'est un peu de la science-fiction tout ça, vous travaillez dans un film de James Bond. Non, pas du tout là, vous êtes un peu à la traîne. Non, en fait, vous achetez ça
Pour quelques dollars, c'est disponible sur Internet. Vous pouvez traquer, si vous voulez, votre voiture si elle est volée, votre chien s'il se perd, surveiller les activités de votre femme si vous en avez envie, vos enfants, vos ados, peu importe. Mais ça, c'est pas forcément illégal. Non, ça c'est pas illégal. Lorsque c'est regardé ou présenté sous cet angle, ça reste tout à fait légal. Ce qui est légal par contre, c'est lorsque l'État surveille de manière préventive des personnes innocentes et en dehors de toute enquête légale, sans que ces personnes ne fassent l'objet d'un quelconque soupçon judiciaire. Oui, comme vous venez de le dire, le public est appris par une révélation de Wikileaks, suite à des informations de Snowden, que la NSA et la CIA ils ont la capacité technique d'espionner et collecter des informations sur la quasi-totalité des Américains. Oui, mais pas seulement les Américains. D'ailleurs, je pense que si l'info n'avait pas fuité, aujourd'hui, personne ne saurait que plusieurs gouvernements, dont le gouvernement français, peuvent espionner en permanence chaque citoyen à n'importe quel moment de sa vie. C'est très difficile aujourd'hui d'y échapper. L'administration Obama avait mis en place un plan redoutable d'espionnage de masse et aujourd'hui nous avons en France à notre disposition tous les outils qu'ils ont pu développer. Je reviendrai plus tard si vous voulez bien. Revenons à vos activités professionnelles. Donc vous cherchez des mouchards GPS? Non, pas du tout. Non. Moi je ne place rien. Ce sont des collègues d'autres équipes qui placent le matériel, les mouchards GPS, les caméras, les branchements sur les lignes téléphoniques terrestres, les écoutes Wi-Fi, etc. Des caméras? Oui, des caméras. On surveille nos cibles avec des caméras. Elles sont elles aussi minuscules. Pas plus grosse que celle qui équipe la plupart des smartphones, et on reçoit les images, le son, sous forme codée via Internet. Ce sont vos collègues qui placent, comme vous dites, mais où, chez qui? Chez des personnes qui sont désignées par notre hiérarchie. Pas forcément chez Monsieur Tout-le-Monde, mais chez certaines cibles, oui. Dans leur maison, leurs appartements, dans des bureaux aussi. On va dire que depuis 3-4 ans, on en place aussi dans des lieux publics appelés chauds. C'est dans le cadre de la lutte antiterroriste? C'est dans les gares, les stades de foot? Non, pas du tout. La lutte antiterroriste, ça ne dépend pas de la cellule Richelieu. Nous, notre travail, c'est pas la lutte, mais la collecte de renseignements. C'est pour surveiller des meneurs d'émeutes, les gangs, les trafiquants de drogue, d'armes, les cellules islamistes présumées, les mosquées. À ce sujet, on a pu constater souvent que la propagande fondamentaliste produisait des extrémistes actifs. Elles sont placées où, ces caméras? Il y en a un peu partout. Encore une fois, compte tenu de leur taille et du faible coût, sont cachés dans le mobilier urbain, dans les abribus. On en cache dans les boîtiers de lampes d'éclairage public, dans les halls d'entrée ou les boîtes aux lettres des HLM, dans des voitures, à l'intérieur même des cités, partout. Dans les bus, dans les métros? Là, non, ça c'est le rôle de l'État, ça fait longtemps qu'il y en a, mais cette activité-là, c'est pas dédié à notre cellule. Un truc que nous faisons de plus en plus, comme je viens de vous le dire, c'est de placer une caméra dans une voiture stationnée à un bon endroit, au bon endroit, là où il faut, quoi. Et puis on la déplace ou on en met une autre. On a pour ça, on dispose maintenant d'un beau parc de voitures espions. Et vous surveillez qui avec ça? Je reviens par exemple au quartier chaud, on surveille les réseaux de distribution de drogue, le trafic d'armes, les recruteurs. Par exemple, si un dealer sort de chez lui, on le voit sur la première caméra dans la cage d'escalier, ou l'ascenseur.
On le voit ensuite quand il tourne au coin de la rue, c'est dans le champ d'une autre caméra, et on le suit comme ça, voilà. Oui, mais vous n'avez quand même pas des caméras partout. Non, bien sûr que non. Ça servira à rien. Il suffit qu'elle soit bien placée, mais quand on perd la cible quelque part, au cas où, à ce moment-là, on a des programmes informatiques qui nous branchent les images sur les caméras les plus proches, où là, on va voir réapparaître notre cible tôt ou tard, et on sait comme ça, on arrive à le suivre de quartier en quartier, avec parfois des interruptions, mais le plus souvent, ça marche très bien. Mais toutes ces preuves, ça doit conduire à pas mal d'arrestations. Non, pas du tout. Encore une fois, la cellule Richelieu n'a pas pour fonction d'aider les forces de l'ordre dans la lutte contre le terrorisme, la drogue ou le banditisme. Ça pourrait servir à ça, mais c'est pas le cas. Alors, à quoi ça sert toute cette moisson d'informations? La fonction de cette équipe, c'est la récolte de renseignements en France par tout moyen électronique, dont le hacking. Le but officiel déclaré au personnel, c'est d'assurer la sécurité nationale, d'assurer l'ordre public, mais nos cibles sont diverses, les thématiques aussi, le terrorisme, le trafic de drogue, le trafic d'armes, les explosifs, le trafic d'êtres humains, l'islam avec toutes ses activités, naturellement, les membres actifs, les mouvements protestataires, que ce soit des étudiants, des syndicats, des filières de transfert, de regroupement d'immigrés et autres, j'en passe, quoi. Ah, vous ratissez vraiment large. Disons que ça, c'était la fonction au départ en 2013, quand j'ai intégré le service. Et depuis, d'autres fonctions ont été ajoutées. Notre rôle, c'est pas le travail sur le terrain, comme j'ai pu vous l'expliquer. Ça, il y a d'autres services dont c'est la fonction. Nous sommes, simplement devant nos ordinateurs et on intercepte les informations qui sont récoltées chez nos cibles. C'est-à-dire que nous, les informaticiens, on ne traite pas les informations. Elles remontent via la hiérarchie, elles sont classées, archivées. L'analyse finale en est faite par le groupe de direction et le big boss, finalement, qui aiguille ou pas des notes de synthèse vers des services de sécurité compétents, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des GSI, des GSE, police, gendarmerie, douane. Vous travaillez au ministère de l'Intérieur ou au ministère de la Défense. Là, vous comprendrez que je peux pas répondre à cette question. Je peux juste dire que certains d'entre nous travaillent à la maison, d'autres dans des bureaux, à Paris, en province. Ce sont toujours des bureaux anonymes qui ont l'air d'appartenir à des petites PME ou sans prétention. Je suis pas payé directement par l'État pour ce que je fais. Officiellement, je ne suis que militaire. Voilà. Aucun de mes collègues non plus. Nous sommes payés par l'État en qualité de militaire. On n'a aucune fonction qui apparaisse officiellement dans un quelconque organigramme d'État. Pourquoi avez-vous décidé de vous confier et de rendre publique l'existence d'une telle activité? Ce qui provoque ma révolte aujourd'hui, c'est de savoir que des renseignements critiques ont été collectés et que leur communication a été volontairement classée verticalement, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils ont atterri à la poubelle, ou de toute façon ils n'ont pas été communiqués aux services compétents, spécialisés pour empêcher certains attentats, alors que nous disposions de toutes les infos depuis des mois. Précisément un peu. Ça a coûté quand même très cher à la France et à ses citoyens. Les événements du 13 novembre 2015, ces massacres auraient pu être évités. On avait suffisamment d'informations pour piéger des terroristes et empêcher divers attentats. Mais vos accusations sont graves. Vous sous-entendez que certains projets d'attentats étaient connus et n'ont pas été déjoués. Oui, parfaitement. Bizarrement, seul l'attentat contre Hollande au Stade de France a été déjoué.
Je suis pas le seul à m'être posé la question. Tout le monde au sein du service, même la presse, s'est demandé pourquoi les terroristes du Stade de France se sont fait exploser dans des endroits peu fréquentés, alors qu'ils auraient pu faire une hécatombe en se faisant simplement exploser dans le métro, dans un cinéma ou dans une boîte de nuit. En effet, ça reste illogique. Vous avez une explication? Je pense que les forces d'intervention surveillaient tous les membres de ce petit groupe d'action grâce à nos informations. Les déplacements, les téléphones avaient été écoutés. On avait des photos de chacun des terroristes. On savait également que des explosifs avaient été commandés, livrés, que des ceintures d'explosifs avaient été préparées. On avait tout ce qu'il fallait. Mais vous dites que les services spéciaux n'ont rien fait. Alors, si, ils ont agi. Ça a même été assez adroit dans un sens, parce qu'ils ont manœuvré pour empêcher que les terroristes entrent dans le stade et s'approchent du président Hollande. Et ils les ont littéralement téléguidés. Et dès qu'ils ont été à bonne distance et dans des lieux isolés, les techniciens ont télécommandé les explosions. Non pas pour faire une hécatombe, mais uniquement pour tuer les terroristes présumés. Grâce à nos informations et surtout grâce à une tactique judicieuse des services d'intervention. Donc finalement, c'est du bon travail. Sur ce coup-là, oui, plus ou moins, oui. Il en reste malgré tout un qui connaît certainement les subtilités du montage et qui, lui, est gardé au secret dans une cellule bien fermée. Ah, vous parlez d'Abdeslam. Oui, c'est ça. Ce serait intéressant que ce garçon puisse parler, révéler ses liens avec certains services français. Si on regardait bien, il s'est débarrassé de son blouson, de sa ceinture d'explosifs avant de prendre la fuite. Comme d'après moi, il a compris qu'il avait été manipulé. Mais je doute qu'on puisse un jour l'entendre dire ce qu'il sait. Je ne serais pas surpris qu'il se suicide en prison. Vous avez des renseignements précis le concernant? Précis, oui, et nombreux. On l'avait suivi dans son petit tour d'Europe. J'ai passé Belgique, Autriche, Allemagne, Paris. On avait la liste de ses contacts, ses fournisseurs, ses planques, la liste des cibles potentielles qu'ils avaient étudiées. On avait intercepté une majorité de leurs communications. Il y a eu un rapport qui a conclu que leur action était imminente. Ce qui me semble scandaleux, encore une fois impardonnable, c'est que rien n'a été fait pour empêcher le massacre du Bataclan et de la brasserie. Alors que la cellule Richelieu avait un dossier complet sur les projets des terroristes. On savait qu'ils préparaient des attaques simultanées sur plusieurs lieux le 13 novembre. Et maintenant, qui a bloqué le transfert de dossier du dossier complet? Pourquoi je ne sais pas. Est-ce qu'il faut croire que seul l'avis du président a de l'importance? Mais vous voulez dire que les services français ont laissé faire 2 attaques sur 3? Non, je ne dis pas tout à fait ça, non, je connais assez bien les flics, les groupes d'intervention. Je ne crois pas que ces hommes seraient restés inactifs en sachant ce qui était préparé, ce qui se tramait. Je pense que c'est plus haut que les données sont filtrées, soit directement par la direction de la cellule Richelieu, soit dans les hautes sphères de l'État, et on a laissé redescendre vers les groupes d'intervention ce qui était utile pour protéger le Stade de France et le président Hollande. De même, on avait eu connaissance bien à l'avance de beaucoup de détails sur la préparation de l'attentat de l'Hypercacher. On avait identifié Koulibaly et ses complices. On connaissait ses points de chute, ses amis, ses fournisseurs. Là aussi, il y avait une liste précise de ses objectifs, dont l'Hypercacher, entre autres. Mais ce dossier a effectivement été traité par ma hiérarchie et l'État, et après, plus rien, quoi. Alors pourquoi les informations ont été bloquées? Par qui? Dans quel but? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas agi avant des attentats? Mais vous faites là des accusations vraiment très graves. Je pense que nous n'avons encore rien vu.
On a eu droit pour le moment qu'à l'apéritif. C'est rien à côté du reste et de ce qui se prépare. Il y a eu, comme vous le savez, les attentats de Bruxelles. Là, je sais parfaitement que tous les acteurs connus aujourd'hui, encore une fois, on les avait fichés, classés. Ils étaient tous surveillés par notre cellule. Il y avait un énorme dossier sur leurs préparatifs car ils étaient en contact avec plusieurs islamistes actifs en France. On savait où et par qui ils ont reçu les explosifs. Qui a bloqué le dossier? Est-ce que c'est en France ou en Belgique? Je n'en sais rien. Sur l'attentat de Suède, sur celui de Saint-Pétersbourg et sur ceux d'Égypte, vous savez quelque chose? Sur l'Égypte, les deux attentats d'Égypte, non, je dois avouer qu'on n'avait rien, on n'a rien vu arriver. Par contre, pour la Russie et la Suède, oui, on avait des infos et elles ont été remontées à qui de droit, oui. Et donc vous dites qu'il n'y a jamais d'action préventive à la suite de vos enquêtes? Je suis sûr qu'il y a une suite à chacun des rapports que nous transmettons, mais pas forcément celle à laquelle on pourrait s'attendre. Les exemples que je viens de vous décrire sont parmi les plus sinistres, hein. Il en existe beaucoup d'autres qui rappellent malheureusement les heures sombres de la stratégie de la tension dans l'Italie des années 70. Ils sont heureusement pas tous aussi sinistres. Il en reste pas moins machiavélique. Ça finit malheureusement toujours par un extraordinaire exercice de communication médiatique où les politiciens ou le politicien du jour va apparaître comme un héros, quoi, hein. Vous avez d'autres exemples? Oh, oui, des exemples. C'est pas forcément ce qui manque. Si on parle de la surveillance du trafic de drogue, du trafic d'armes, de l'endoctrinement islamique ou du recrutement des réseaux, oui, on a des exemples. Je prends simplement le trafic de drogue, hein. On va apprendre lors d'une surveillance banale que une livraison de MDMA d'un labo clandestin X, qui est parfaitement connu par nos services, est donc arrivé dans le réseau de distribution d'un individu Y. On sait que les pilules seront écoulées le week-end dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans la rue. On connaît parfaitement le circuit de distribution. Chacun sait aussi que ces drogues sont particulièrement dangereuses, sont pleines de sous-produits toxiques. On a des enquêteurs qui font un dossier, celui-ci remonte tout le courant hiérarchique et puis plus rien, quoi. Le lundi matin, vous apprenez par la presse que le SAMU a été débordé durant le week-end avec un afflux démesuré de personnes dans des services d'urgence pour des usages de drogue bon marché, de mauvaise qualité, qui a mal tourné. Parfois, il y a un mort, ou vous avez un drogué qui finit converti en légumes. Mais pourquoi il n'y a pas de saisie, d'arrestation, puisque les acteurs semblent tous connus? Alors, les justificatifs qui nous sont donnés par la hiérarchie, c'est toujours oui, mais on n'est pas certain, on attend, on prend pas le petit poisson, on va attendre le plus gros, on n'a pas suffisamment de preuves pour intervenir. Puis bon, il y a d'autres choses, hein. Il y a le trafic et sous couvert ou organisé par certains services de lutte antidrogue, hein, comme a pu le démontrer dans son enquête récemment Bernard de la Villardière. On a aussi la bonne gestion des indices, hein, qui obligent ou qui incitent les services de police à ne pas intervenir sur certaines affaires qui sont mises à jour par nos dossiers. Par exemple, récemment, hein, l'affaire Luaka, qui est devenue un formidable enfumage médiatique, hein. C'est l'arbre qui cache la forêt, quoi, hein. Vous avez une association qui a été créée pour masquer
quelques informateurs sous couverture d'emploi d'animateurs de quartier. On avait la police qui recevait une bonne moisson d'informations qui venait jusque-là de manière normale, et puis malheureusement des flics de quartier ont voulu interpeller un suspect, et là Théo est intervenu. En gros, un simple contrôle de police de routine qui se transforme en bagarre, et notre meilleur indique la source régulière de tuyaux fiables qui se retrouve aux urgences, avec ce que ça a donné. 700 000 euros versés par l'État à la famille Luaka ont disparu, puis notre source de renseignement s'est éteinte, quoi. Donc depuis, étonnamment, silence total des médias, quoi. La cellule Richelieu intervient donc dans beaucoup d'affaires de police. Pas seulement. On passe de plus en plus de temps maintenant à espionner la vie privée des gens, et ces informations sont surtout à l'usage, je dirais, politique, même de base politique, quoi. Mais donc, le cabinet noir, c'est ce que dénonce M. Fillon, c'est la cellule Richelieu. Ah non. Nous sommes juste un des circuits d'un système beaucoup plus large et plus complexe. Je dirais que le cabinet noir, c'est une petite poignée de personnes au sommet de l'État. Ah bon, la politique, quel est votre rôle là-dedans? Moi, aucun. Je ne fais pas de politique. La cellule s'occupe de plus en plus d'affaires politiques. Tous les candidats à la présidence sont hackés par la cellule Richelieu. Les partis, les secrétaires des hommes politiques, les amis, les femmes, les maîtresses. Si vous saviez ce qui se raconte sur l'oreiller, c'est assez étonnant. D'ailleurs, l'histoire des descendants qui a été révélée, ça devient un conte moral pour enfants. À ce point-là. Ah oui, on enregistre les téléphones des enfants de nos politiciens, on obtient comme ça des heures de conversation de famille, des vidéos avec une simple webcam sur un ordinateur, ou un système de vidéosurveillance installé dans une maison naturellement. Et le pire, c'est que c'est avec l'argent des contribuables. Ce sont vos impôts qui paient tout ça pour que quelques mégalomanes, je dirais, nous volent notre démocratie. Ça a vraiment une telle ampleur? Oui, parce que toutes les conversations téléphoniques sont interceptables. Une majorité de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs ou autres peuvent héberger des virus ou des backdoors qu'on place pour vous écouter. Même quand vous ne téléphonez pas. Dans certains cas, même si l'appareil est éteint, on arrive aussi à vous géolocaliser. Dans l'affaire Fillon, par exemple, on sait très bien quel était l'emploi du temps de Madame Pénélope Fillon. Coiffeur, boutique, famille, amis, on sait parfaitement tout. Un petit peu d'activité qui aurait pu être liée à une activité professionnelle. Mais évidemment, c'est une surveillance illégale. Donc, ça ne peut pas être une preuve valable en justice pour démontrer que le travail de Madame Fillon ne justifiait pas du tout son salaire. Mais ça, je pense que M. Fillon est parfaitement au courant de ce genre de pratique. Il a été ministre de Sarkozy et c'était quand même déjà bien répondu à l'époque. Donc aujourd'hui, sa stratégie qui consiste à nier et à repousser d'un revers de main les accusations qui sont portées contre lui joue plus ou moins en sa faveur. On sait aussi d'où Bercy a reçu les ordres pour intervenir, et c'est la cellule Richelieu qui a fourni des indices et des informations pour aiguiller l'enquête. Mais qui tire les ficelles? Je dirais un tout petit cercle, tout petit nombre au sommet de la pyramide.
Ce qui est paradoxal, c'est qu'on révèle aujourd'hui l'existence d'un cabinet noir, alors que depuis des années, le président Hollande fait surveiller ses collaborateurs, même les plus proches, hein, ainsi que sa propre famille. J'ai en tête l'exemple arrivé durant la COP21. On avait intercepté une conversation téléphonique entre Jean-Pierre Jouyet et le président Obama. De tête, hein, je me rappelle que Jouyet avait demandé à Obama, un peu entre amis, hein, alors, Monsieur le Président, qui va gagner, Clinton ou Trump? Là, Obama, en rigolant, dit Hillary, bien sûr, 100%, il n'y a aucun doute. Jouyet lui réplique, mais comment vous pouvez être aussi sûr de ça? Là, Obama lui avait répondu, j'ai une boule de cristal. Et je connais toutes les manœuvres de Trump avant même qu'il ne les invente. Ça avait laissé Jouyet un petit peu, apparemment, dans le doute. Quelques secondes après, il lui dit, mais votre boule de cristal fonctionne aussi en France. Qui va gagner en mai 2017? Et Obama lui a répondu, demandez au président Hollande, il a la même boule de cristal que moi. Et alors? Et alors, ça m'a fait prendre conscience de la gravité de la situation. Vous savez, des dossiers perdus dans les couloirs des administrations ou dans les antichambres des palais de la République, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de récent, hein, ça a toujours existé. Mais ce qui se passe maintenant, je crois que c'est beaucoup plus grave. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les bavures, les dossiers enterrés pour des raisons obscures, j'arrivais encore à me fabriquer des excuses là-dessus. Mais maintenant, je crois qu'on attaque directement la démocratie. Truquer des élections, c'est renier tous les fondements de la République. En gros, la révolution de 1789 n'aura servi à rien. On a aujourd'hui un petit club de politiciens véreux qui se perpétuent dans le pouvoir, avec un semblant d'alternance, d'opposition fictive, mais finalement, quand on regarde bien, il règne de manière aussi peu démocratique qu'un Louis XIV ou un Saddam Hussein. Avec tout ce que vous savez, vous pourriez témoigner devant la justice. Non, ce qui me concerne, c'est hors de question. Je crois que, dans le meilleur des cas, je finirai comme la policière Sandra Bertin, qui a été trahie par sa hiérarchie sous la pression du pouvoir politique. Sa carrière aujourd'hui est définitivement pourrie, terminée. Et au pire des cas, je vous laisse imaginer ce qui pourrait m'arriver. Ben non, expliquez-moi. Je ne veux pas laisser planer une menace de mort permanente sur mon entourage. Je ne vous donnerai pas de détails sur ma vie privée. Si j'ai une femme ou des enfants, des frères, des sœurs, ou même si j'ai un chien, ce sont des détails qui pourraient permettre ou conduire à mon identification parmi mes collègues. Donc je ne vous dirai rien. Mais là, vous faites un cinéma, vous avez vraiment peur d'être suicidé, comme on dit? Je crois qu'il y a effectivement de nombreux cas dans l'histoire du pouvoir où ça a été... c'est arrivé. Rappelez-vous simplement du cas de Robert Boulin, par exemple. Vous avez vraiment peur? Peur, oui et non. Disons que j'ai pris soin quand même de prendre de bonnes précautions. J'ai constitué un épais dossier avec des enregistrements, des noms, des témoignages, constitués en plusieurs exemplaires, qui ont été placés pour chacun dans des endroits sûrs et qui seront révélés le cas échéant. Et donc maintenant, vous allez regarder et rien faire? Je
je crois que je peux malheureusement rien faire de plus que ce que j'ai décidé de faire avec vous, de témoigner. Qu'est-ce que vous diriez pour conclure? Je dirais que j'encourage quiconque, et surtout les militaires, les policiers, qui disposent d'informations comme moi sur ce sujet, à se questionner et à faire un choix entre leur devoir de réserve et leur responsabilité de citoyen, d'homme. Tout simplement, je leur dirais, défendez votre démocratie parce qu'elle est en danger. Bien, merci Michel pour avoir effectué cette démarche. J'espère que votre message sera perçu et que d'autres suivront votre exemple. C'est moi qui vous remercie.